Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans Tailgate, le podcast 100% NFL des équipes de The Free Agent, deuxième rendez-vous de cette semaine, et on va parler aujourd'hui des équipes qui vont bien et des équipes qui vont pas bien. Alors non, on va pas faire les 32 franchises de NFL, mais on va parler de celles qui peuvent prétendre au first seed et celles qui, au contraire, peuvent prétendre au first pick de la draft 2025. Qu'est-ce qu'ils vont en faire? Mais aussi pour les first seed, qui pourra aller décrocher la conférence AFC, la conférence NFC, le reste des calendriers des équipes concernées. Bref, on va essayer de tout passer en revue avec mes trois acolytes du soir. Mon Seb, salut Seb, comment ça va? Salut Flav, bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bonsoir à toutes ceux. Et oui, en effet, ce soir, on va parler first pick, donc la déprime, et aussi first seed, donc la déprime, mais pas trop, ce qui fait que dans l'ensemble, ça s'équilibre. Voilà. La déprime pour nous, parce que le first Voilà, seed ne concerne pas du tout. la déprime pour moi, en tout cas, voilà. Déjà, Bon. pour toi également, pour d'autres, j'en parle pas, hein. On va dire que. Non, parce qu'il y en a il y en a dans ce podcast qui sont déjà éliminés de la course au playoff, hein, mon Yaya? Oui, tout à fait. Et oui, mais de toute façon, à New York, il y a toujours un Nelly. Donc, et là, c'est malheureusement éliminé et pas Eli Manning. Et voilà, ça change un petit peu. Et celui, alors on l'avait évité lundi soigneusement parce qu'on savait qu'il serait sous tension avant le match. Heureusement, on n'enregistre pas le mardi parce que bon, il a couru tout nu dans les rues de sa ville pendant toute la soirée. C'est notre Vince. Salut Vince, comment ça va? Bonjour à tous, bonjour à toutes. Oui, je me suis rhabillé pour ce podcast. Vous voyez pas la Dieu vidéo, merci. mais oui, je suis bien rhabillé après avoir couru tout nu, effectivement. Écoute, en début de saison, j'aurais parié que tu m'invites pour un tel podcast pour pouvoir parler de mes Broncos en first pick. Finalement, on va en parler en first seed, donc ça me fait plaisir. Alors je ne t'invite pas dans les podcasts puisque je te rappelle que tu es membre de TFA, donc de toute façon tu es invité tout le temps. Enfin, tu viens quand tu veux. J'avais oublié. Tiens, en parlant d'invités, la semaine prochaine, on fera un débat sur le cas de Trevor Lawrence, d'Aziz Al-Shaair et de plus globalement des règles en NFL comme on fait chaque saison. Et on aura Waïk avec nous pour avec sa bonne foi légendaire qui nous accompagneront pendant tout le podcast du milieu de semaine prochaine, puisque notre cher Seb aura pendant une semaine un peu de répit, enfin juste mercredi, un peu de répit. Ce sera sa bye week. Ce sera sa bye week. Je suis droit à ma bye week, je l'ai réclamé au patron à corps et à cri, et finalement, devant mon état d'épuisement et de nerfs, il a décidé de me l'accorder avant les playoffs. Eh ben, tu ne seras pas payé. Ça se congé sans solde. T'es payé? Ce sera un congé sans solde, tout à fait. ça te fera du bien. Bon, commençons tout de suite avec le first seed, parce que on va commencer par de la bonne humeur. On va commencer par là. Juste avant qu'on parle des équipes en AFC, en NFC, une question qui me taraude, mes chers amis. On sait que les équipes qui vont avoir le first seed auront une semaine de repos supplémentaire et l'avantage du terrain s'ils se qualifient jusqu'à la finale de conférence. Bien. Quel est pour vous de ces deux avantages le plus intéressant, l'avantage du terrain ou la semaine de repos? L'avantage du terrain. J'aurais tendance à dire avantage du terrain également. Parce que c'est quand même bien la semaine de repos pour soigner les bobos après une longue semaine. Il y a de plus en plus de joueurs qui réclament notamment une deuxième bye week. Ça va d'ailleurs être mis au vote pendant l'intersaison. Une éventuelle deuxième bye week dans la saison, pour notamment dans les dernières semaines. On voit qu'il y a beaucoup d'équipes, Détroit par exemple, dont on va parler, qui commencent à souffrir de pas mal de blessures sur le point de vue défensif. San Francisco, on n'en parle même pas, c'est depuis le début de saison pour eux. Voilà, il y a beaucoup d'équipes qui souffrent de blessures. Avoir une semaine de repos supplémentaire, c'est toujours appréciable. Oui. Alors moi, je pense que ça va dépendre des équipes. Les équipes qui jouent dans des dômes, l'avantage du terrain, Los Angeles, on s'en fout. Ouais. Voilà. Et alors que tu vois, une équipe comme Kansas City ou Buffalo qui joue sous la neige au mois de janvier. Ouais. Mais moi, je pense plus à eux qui sont plus jouables en first seed, ont un vrai avantage avec le temps, tu vois. Donc, pour ces équipes, oui, l'avantage du terrain est très important. Après,
se remettre en état. C'est Rémi Bertolin, quand tu l'avais interviewé pour les podcasts. C'est pas moi qui l'avais interviewé parce que j'étais en vacances, mais oui. Ah ouais, il était venu dans le podcast LF. Non, mais c'est pas grave, c'était Waïk ou Jus ou. Enfin, c'était sur TF1 en tout cas. Ouais, c'était sur TF1 qui disait que un match de football américain, même en ELF, qui est pas, c'est l'équivalent d'avoir eu un accident de voiture, quoi. Donc 1 à 2 semaines de repos, parce que il y a des équipes où si c'est clinch avant, ils peuvent même se reposer, faire une mi-temps et puis tranquille. Reposer les corps, c'est important, quoi. Et dans le live de vendredi dernier, Florian Larose nous expliquait aussi, Seb était là, que les conditions climatiques pouvaient jouer énormément pour un joueur de foot américain, que ça pouvait être vraiment très très pénible de faire tout un match sous la neige ou sous la pluie. Ça peut être vraiment assez... Toi, Vince, t'as connu ça, les matchs sous la pluie? J'ai connu ça les matchs sous la pluie, j'ai connu ça les matchs sous la neige aussi, puisque j'ai joué dans le nord-est à un moment donné, et c'est vrai que jouer sur un terrain gelé, parce que ça, encore jouer quand il neige, c'est pas grave, mais alors jouer sur un terrain qui est gelé, je vous garantis que ça pique. Donc déjà, on a mal quand on tombe, parce que le terrain est dur comme de la pierre, mais en plus de 2, les coups qu'on prend, l'épaulière est plus dure, les casques sont plus durs, enfin tout est plus... rien n'est souple, et donc c'est compliqué. On a donc en first seed pour l'AFC, on va dire grosso modo 3 équipes, mais il y en a 2 principales. La première, c'est les Chiefs de Kansas City qui ont, selon certains sites de probabilité, environ entre 65 et 70% de chances d'être first seed à la fin de cette saison régulière. Ils sont en avance au niveau du bilan, 11 victoires et une seule défaite pour les Chiefs. En fait, la question, elle est vraiment très simple, Seb. C'est est-ce que les Chiefs vont encore perdre un match d'ici la fin de saison? Parce que s'ils en perdent plus, ils seront first seed. Et en effet, c'est la question, parce que on va voir le cas de Buffalo un petit peu plus loin, mais il faut bien dire que l'espoir de leur arracher le first seed, il ne tient qu'à ça. Est-ce qu'ils vont chuter une deuxième fois cette saison? Ils sont 11-1, 4-0 dans leur division, et leur calendrier à venir, c'est les Chargers, puis aller à Cleveland, recevoir Houston, aller à Pittsburgh, aller à Denver. Alors, et j'ai envie de dire que dans tout ça, certes, tout semble à leur portée, mais raison de plus pour eux de redouter le match piège. Je pense que Vince ne sera pas d'accord avec moi lorsque je dirai que les Broncos sont à la portée de Kansas City, et il va certainement développer son point de vue totalement objectif sur ce sujet tout à l'heure. Et plus objectivement, voilà, le calendrier, c'est le suivant. Les Chargers, eux aussi, ils ont alors pas pour le first seed, mais ils ont une chance à défendre pour les playoffs. Cleveland, c'est fini pour eux, mais face à Cleveland, on ne sait jamais ce qu'on a. Avec Jameis Winston, voilà, qui a établi un record de yards lancés jeudi dernier, mais il y en a une partie qui était pour l'équipe adverse. Qu'est-ce que tu veux? Des fois, les records, ça tient à un tout petit détail, hein. Houston qui est très fébrile, et là aussi, tu sais jamais ce que tu as totalement. Pittsburgh qui va certainement se battre, mais alors jusqu'à la dernière de ses forces, en particulier à domicile, et Denver qui aussi va crânement jouer ses chances. Donc, c'est un petit peu compliqué à pronostiquer tout ça, mais il y a toujours ce facteur final, c'est que depuis quelques années, le foot US, c'est un sport qui se joue à 11, et puis à la fin, c'est Patrick Mahomes qui gagne. Juste une petite chose sur le match des Steelers, c'est le match Netflix le jour de Noël, oui, à 19h. Donc, ça va être une extra short week. Ça veut dire qu'ils jouent le samedi à 19h, ils rejouent le mercredi après. Tu fais un enchaînement Texans-Steelers. Ah, mais j'ai jamais dit que ça allait être facile, Yaya. Non, mais je dis pas ça. Non, c'est juste. Moi, je les trouve sur le fil. Parce qu'en plus, depuis quelques semaines, leurs victoires, elles sont quand même de plus en plus compliquées. Étriquées, voilà. Étriquées et compliquées. Dans le lot, ils peuvent très bien gagner tous les matchs restants, comme ils peuvent chuter sur un, et peut-être pas sur le plus évident en plus. Qui sait s'ils vont pas chuter face à Cleveland? C'est tout à fait possible. Enfin, c'est possible.
Cleveland qui gagne que les matchs de sa division pour l'instant. Oui, mais que contre des gros adversaires aussi. Il gagne contre les Ravens et contre les Steelers. Mon cher Vince, toi, tu vas me dire que c'est les Broncos qui vont les faire chuter, mais il y a une vraie, une vraie histoire autour de ça, parce que, comme l'a dit Seb, c'est le dernier match de la saison. Et les Broncos pourraient, à ce moment-là, jouer leur place en play-off, eux, dans cette optique-là, éventuellement une place en wildcard. Et évidemment, eux, ils seront surmotivés, les Chiefs seront déjà qualifiés, ça c'est sûr, et probablement déjà champions de division. Peut-être qu'il y aura quelques cadres au repos et un coup à jouer pour les Broncos en dernière semaine. Alors, effectivement, tu as complètement raison, et c'est pour ça que moi, le match des Broncos, je vais le mettre un petit peu à part pour plusieurs raisons. C'est que déjà, c'est le dernier match de la saison, donc on bascule après dans les playoffs, et donc c'est compliqué d'imaginer ce qui va se passer, et en fait, il va y avoir beaucoup de matchs avant qui vont déterminer comment se déroulera ce match. C'est un duel de division. On sait très bien qu'il y a une sorte de rivalité qui s'est créée entre les Broncos et les Chiefs. Les Broncos ont un peu ce plaisir de battre les Chiefs. Maintenant, on va attendre de voir ce qu'il en est à ce moment-là de la saison. L'enchaînement des deux, j'attends de voir moi déjà le match de Pittsburgh des Chiefs et on verra derrière. Tu parlais des Broncos, ça va être la fin de saison des Broncos, mais la différence des Chiefs et des Broncos, c'est que les Chiefs pourront peut-être être fusted, et tu en as parlé tout à l'heure. Ils auront certainement une semaine de repos pour se remettre, alors que les Broncos devraient enchaîner rapidement et tout de suite derrière sur les playoffs. Je les vois se bidonner. Excusez-moi, je suis désolé, je les vois se bidonner. Ils m'ont fait une blague, j'ai refusé de regarder l'écran pour ne pas rigoler et pour pouvoir porter mon argumentaire. Ton attention. Je vais juste finir sur un petit truc parce que on parle beaucoup des Chiefs first seed, et effectivement, ils ont commencé en trombe. Est-ce que vous pouvez me dire, sans regarder le classement, pas le classement, mais sans regarder le calendrier, quand est-ce que les Chiefs ont gagné pour la dernière fois de la saison avec plus d'une possession d'écart? Contre les Saints. Quel week c'était, et à votre avis c'était quand? Il y en a un qui doit être au courant dans le 3. Oui, ben, je viens de te le dire. Contre les Saints? Eh ben non. Non. Attends, je vais regarder. Les Saints, ils ont battu plus d'une possession, ça c'est sûr. Oui, mais quand est-ce que c'était? Contre les Niners, c'était dans le courant du début octobre. C'était contre les Niners, 28-18 en week 7. Depuis, ils n'ont qu'une possession d'écart. 7 contre les Raiders, 6 contre les Buccaneers, 2 contre les Broncos. Ils ont perdu à Buffalo, 3 contre les Panthers et 2 contre les Raiders. C'est dire comme en ce moment, la fin de saison se fait longue pour les Chiefs. Ils commencent un peu à user un peu leur magnificence qu'ils avaient en début de saison et où rien ne pouvait leur arriver. Il va falloir quand même qu'ils se ressaisissent, parce que ce qui arrive là, ok, c'est à leur portée. La doublette Pittsburgh at Denver, dans des conditions à Denver début janvier qui peuvent être très compliquées. Voilà. Encore une fois, pour moi, ce match-là, ils auront tout intérêt de mettre les titulaires, parce que la semaine d'après, ils seront certainement en bye week. Ouais, peut-être, certainement. Voilà, en fait, ça va être ça. Ce match-là, il va dépendre de ça. S'ils sont sûrs d'être en bye week, ils vont mettre les titulaires. Sinon, ils vont les laisser au repos, et quitte à perdre un match de plus, ils s'en foutent. Ils s'en fichent. Pardon, ils s'en fichent. Il y a une chose que je voudrais rajouter, c'est que moi, ce que je vois, c'est que leur attaque s'ajuste à chaque fois que leur défense prend un peu de points, mais c'est jamais énorme, c'est jamais plus de 30 points, ben, l'attaque, elle suit, bizarrement. Donc, moi, j'ai plus l'impression d'une attaque qui se dit, bon, bah, on fait le strict minimum et on accélère quand on se prend quelques trucs. Mais
Voilà. Oui, sauf que des fois, ça peut être notamment en playoff, mais j'ai aucun doute sur le fait que Kansas City a un tout autre visage en playoff. Ouais, mais ça comme peut l'année dernière d'ailleurs. être un calcul dangereux. Ah bah ça ressemble en tout point à la saison 2023, où comme Seb le rappelait justement lors du podcast débrief qu'on vous invite à aller réécouter si vous ne l'avez pas encore écouté de cette semaine, effectivement il y a des similitudes avec la saison 2023, ça c'est évident. Et à cette époque-là de l'année, l'an dernier, rappelle-toi mon Seb, on faisait des discussions pour savoir si c'était Kansas City ou Jacksonville qui serait first seed de l'AFC, quoi. Donc bon, ça va. Depuis Jacksonville qui ne sera pas cité dans ce podcast. Si, j'avais oublié, ils seront cités dans ce podcast. Dans 50% des équipes concernées par cette discussion la saison dernière ont disparu de la discussion, justement. Oui, c'est vrai que ont été décalés sur un autre débat. Donc on a les Chiefs. Alors moi sur mon site de référence, j'ai les Chiefs qui ont 68% de chance d'être first seed, 25% pour les Bills de Buffalo. Les Bills qui sont sur une dynamique extrêmement positive. Vince, t'as dû être impressionné par le match de Josh Allen, comme tout le monde, de cette semaine. Et Buffalo qui va avoir l'avantage d'avoir un calendrier qui est pas forcément des plus compliqués. Ils ont quand même des adversaires de division. Ils jouent les Jets, ils jouent 2 fois les Patriots, je crois. Mais ils ont aussi, on salue White qui va nous dire que c'est des matchs extrêmement difficiles à gagner, mais ça c'est un autre débat. Les Bills qui ont l'avantage d'être déjà champions de division. Est-ce que c'est un avantage ou est-ce que c'est un inconvénient ? C'est un avantage parce qu'au moins ils sont sûrs d'être en playoff, ça voilà, ils le savent maintenant. Maintenant, c'est pas en fait dans leur quête du first seed, pour moi ça ne change rien, et dans leur quête de leur saison, ça ne change rien si ce n'est qu'ils n'ont plus la pression de louper les playoffs comme de grosses franchises et de gros noms peuvent l'avoir. Tu parlais d'un calendrier facile, moi je vais noter les 2 prochains matchs qui arrivent quand même et qui sont les 2 matchs certainement qui vont réguler leur fin de saison, et à l'issue de la week 15 on saura peut-être si c'est encore un potentiel pour adversaire pour les Chiefs pour le seed 1 avec les Lions. Ils vont chez les Detroit Lions en week 15 pardon, et cette semaine ils vont aller à Los Angeles chez les Rams. Alors le déplacement à Los Angeles, je pense qu'il est largement à leur portée. Mais alors le déplacement chez les Lions, dans cette week 15, d'ailleurs j'en profite pour le signaler, on fera un live TF1 en deuxième partie de Red Zone ce week-end-là, comme tous les week-ends maintenant. Et alors il y a ce Buffalo at Détroit qui va être quand même en ligne de mire et en fil rouge. Je crois qu'il y en a un autre aussi, il y a un Pittsburgh at... Je sais plus, je suis désolé, je l'ai plus le calendrier. Et un gros match de Pittsburgh aussi. Ouais, non, j'ai dit une bêtise. Oui, bon, ça. Signale-le plus tôt quand tu n'en dis pas. C'est il y a le Colts 7 Broncos ou Broncos 7 Colts aussi qui permettra aussi le vainqueur des deux. Les Colts auraient une chance de se qualifier, mais et si les Broncos gagnent, c'est quasiment assuré, quoi. Et Pittsburgh, ils seront à Baltimore. Et voilà, c'est le Pittsburgh à Baltimore. Donc là, il y aura vraiment 5 gros matchs, dont 3 vraiment exceptionnels. Ouais. Mon Yaya, même question. Oui. Avantage ou inconvénient, les Bills déjà champions de division ? Ils sont champions de division. Maintenant, il faut quand même gagner des matchs pour être le plus haut possible, parce que pour l'instant, ils n'ont pas le first seed. Donc, pour avoir les matchs à domicile, au moins jusqu'aux les 2 premiers matchs. Je dirais plutôt avantage sur le début du calendrier et voir s'ils sont toujours dans la course au first seed après les Lions, et après il restera Pats, Jets, Pats. Donc c'est là où on en saura un peu plus, et que là effectivement après les 2 prochains matchs, ça peut devenir un avantage. Voilà. Est-ce que le tie-breaker pour toi, Seb, va jouer un rôle primordial ? On sait que les Bills ont battu les Chiefs cette année déjà. C'est d'ailleurs la seule défaite de Kansas City depuis le début de saison.
Bah, ça aura forcément un avantage s'ils sont à égalité, mais est-ce que mentalement, tu penses, est-ce que ça joue sur cette fin de saison? De savoir que tu as juste besoin d'être à égalité, quoi, en fait. Je pense en tout cas que ça ne peut être qu'un point de satisfaction déjà d'avoir fait chuter le champion en titre qui était invincible jusqu'ici. Et je pense que ça sera un vrai point de satisfaction si Kansas City, une fois de plus, chute. Pour le first seed, nos amis des Bills, ils n'ont pas tout à fait leur destin entre les mains. Je dis pas tout à fait parce que effectivement, il faut continuer à gagner des matchs, mais ils ont besoin de cette défaite de Kansas City pour pouvoir s'assurer le first seed. Donc, je pense que ça fait peut-être psychologiquement une sorte de matelas de sécurité, mais un matelas de sécurité un petit peu virtuel, parce qu'on va dire que pour le moment, son effet peut pas se faire ressentir tant que Kansas City ne restera qu'à une défaite. Ouais, et puis en plus de ça, effectivement, le tie-breaker, c'est clairement. Si en fait le tie-breaker n'existait pas à ce moment-là, limite il aurait fallu 2 victoires pour leur passer devant. Là, ils savent qu'ils sont à portée de fusil, donc ils vont saisir toutes leurs chances. De toute façon, ils savent très bien que les 2 matchs les plus importants enfin les plus durs en tout cas à venir pour les Bills sur le papier, c'est les 2 qui arrivent. Les 2 matchs les plus durs pour les Chiefs à venir, c'est les 2 derniers. Donc grosso modo, il y a un décalage de calendrier. Après les 2 là qui arrivent, les Bills peuvent mettre un gros coup de pression sur les Chiefs, à voir comment les Chiefs répondront. Mais si déjà les Bills ne franchissent pas cette marche-là, on peut ne plus se poser la question dans 2 semaines. Et surtout, il y aura, excuse-moi Seb, il y aura des matchs en décalé. Il y aura le fameux match du mercredi qui va donner, qui va donner une indication du côté de Buffalo. Ça veut dire que si les Chiefs, on l'a dit tout à l'heure, ont 2 matchs en 4 jours. Ils jouent le samedi et rejouent le mercredi. Eux, les Bills, ils jouent les dimanches. On sait que ça va jouer tous les dimanches. Donc du coup, ils auront plus de vision avec les Chiefs qui joueront avant. Alors, ce week-end, ça va être l'inverse, puisque les Bills se jouent à 22h et les Chiefs se jouent pour le Sunday Night Football chez les Chargers, si je dis pas de bêtises. Donc, oui, mais par contre, à aussi peu d'écart, les Chiefs ne seront même pas intéressés par le score. Je pense qu'ils regardent. Non, mais là où Yaya a raison, c'est vrai que quand le match sera le mercredi, les Bills se joueront en connaissant le résultat déjà de la semaine des Chiefs, à moins qu'ils soient partis dans une grotte pendant 4 jours, mais c'est pas tous Aaron Rodgers. Tout le monde n'est pas Platon. Ah oui, non, ou Aaron. Oui. Les deux Val, effectivement. On a une troisième équipe, un troisième larron, si j'ose dire. Enfin, on va pas repartir avec les expressions parce qu'on sait que du côté d'IAS, c'est un peu compliqué. C'est Pittsburgh, les Steelers de Pittsburgh, qui ont 7% de chance d'avoir le first seed. Alors, Pittsburgh, ils sont un peu, si j'ose dire, entre 2 chaises, puisqu'il y a la division à aller chercher, qui est loin d'être gagnée encore. Ils ont pris un petit avantage, mais c'est pas encore, ils n'ont pas 4 matchs d'avance. Et en même temps, ils sont pas si loin que ça du first seed. Alors, Yaya, est-ce qu'à chasser plusieurs lièvres, on risque pas de se retrouver avec la besace vide? Eh bien, c'est-à-dire qu'ils ont un coach qui est extrêmement expérimenté. Ils ont un quarterback aussi qui est expérimenté de ce genre de course. J'ai envie de dire, eux, ils vont pas aller chercher le first seed, je pense, parce que ils savent que la marche est vraiment un peu trop haute. Déjà, être à 9-3 à ce moment-là, c'est déjà pas mal. Et puis surtout, on parlait de calendrier. Il y a dès ce week-end les Eagles, les Ravens, les Chiefs, et après, ça redevient un peu plus jouable avec les chatons de Cincinnati. C'est déjà qu'ils gagnent leur division, ce sera déjà pas mal parce que Baltimore, même s'ils n'ont pas le tiebreaker, ils sont pas loin en embuscade. Donc du coup, moi j'ai envie de te dire, oui, ils sont en ballottage favorable
pour la division, pour le first seed, pas du tout. Et je pense qu'il cherche, et tu l'as dit, vu le pourcentage de chance, il faudrait un gros concours de circonstances. Si Baltimore, Pittsburgh à bois. Bref. Oui, c'est pas mal aussi, c'est pas mal. Tu fais de l'autocongratulation, pas mal, oui. Vas-y, on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Hein. J'ai retranscrit les pensées de Seb qui avait un air totalement fasciné par ce jeu de mots absolument splendide. Mon cher Seb. Mais pour reprendre juste ce que disait Yaya, le garde-fou là-dedans, ça va clairement être le match à Baltimore dans 2 semaines. Le match à Baltimore sera... Enfin non, c'est dans 3 semaines. Avant, ils auront les Eagles. Donc ce triptyque-là sera vraiment très important. J'allais dire, Seb, le match le plus important pour les Steelers en fin de saison, c'est quoi? C'est le match contre Baltimore pour la division, c'est le match contre les Chiefs pour éventuellement prendre le tiebreaker. Oh là là, alors ils ont une telle triplette là dans le dernier virage. Celui-là, sortie de route. Voilà, s'ils l'abordent trop vite, ça va être la sortie de route parce que à Philadelphie, à Baltimore et ensuite recevoir Kansas City, c'est quand même moyennement marrant pour finir cette saison. Oui, puis, juste pour rebondir sur ce que tu disais aussi, sur ce que disait Yaya aussi, hein, les Chiefs auront très peu de repos aussi avant d'aller à Pittsburgh, mais c'est pareil, les Pittsburgh auront très peu de repos pour recevoir les Chiefs. Hein. Oui, ça fonctionne forcément dans les deux sens. Donc du coup, j'ai perdu le fil de ma pensée. Je suis désolé. Oui, donc il y a ces 3 matchs qui vont être compliqués à enchaîner. Il faut, enfin, tout dépend de l'objectif. Comme l'a dit Yaya, ils ont un coach qui a beaucoup d'expérience et je pense que Tomlin, il va vouloir mettre les choses les unes après les autres. Et à mon humble avis, là, il faut se concentrer sur la victoire en division et ne pas regarder le first seed. Et effectivement, actuellement, ils sont en tête de leur division, mais ils ne sont pas champions, pas encore. Avec un point d'interrogation, champions, il faut pas oublier qu'ils ont un match de retard sur Baltimore. Si ma mémoire est bonne, voilà, ils sont 9-3 et Baltimore est 8-5. Voilà. Ils n'ont pas eu leur bye week, Baltimore. Voilà, Baltimore n'a pas encore eu sa bye week. J'ai peur en fait, ils n'ont pas, contrairement à Buffalo en AFC Est, Buffalo n'a pas de poursuivant dans sa poule. Miami est très très loin. Là, Pittsburgh, actuellement, ils sont en tête, mais mine de rien, c'est une première place qui est assez fragile, puisqu'ils ont un poursuivant tout de suite derrière et qui n'est qu'à une victoire et qui pourrait très bien tout rafler sur cette fin de saison. Donc, attention à eux, je pense que le first seed, je ne sais pas s'il a marché trop haute, mais du moins, pour le moment, elle est un petit peu loin. Et il faudrait sans doute aussi un enchaînement d'événements un petit peu catastrophiques du côté de Buffalo et un gros passage à vide pour que eux, Buffalo, lâchent leur chance au first seed. Ouais, mais ce serait un sacré statement. Hein. Si Pittsburgh va prend le first seed, c'est un gros statement parce que je n'ai pas dit le contraire, évidemment. Il a une fâcheuse tendance à te râler dessus ce soir. Non, mais c'est fou. En plus, je lui ai rien fait. C'est dingue. Ah là 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 là. Je vais même aller plus loin. Même s'ils prennent pas le first seed, mais qui sortent vainqueurs des 3 matchs de cette fameuse triptyque là. Ça sera un gros statement et attention à ceux qui les prendront en playoff. Ça sera pas évident. D'autant que depuis quelques temps, depuis 2-3 semaines, l'attaque a l'air de reprendre un petit peu des couleurs. Russell Wilson a l'air de revenir à un niveau plus proche de ce à quoi il nous avait habitués. Attention à eux sur la fin de saison et aux playoffs. Alors j'ai une question, à mon avis la réponse va être très simple, mais je vais vous la poser quand même. J'ai 4 équipes, Houston, Chargers, Ravens et Broncos, qui ont en dessous de 1% de chance d'être first seed. Est-ce que vous croyez qu'une de ces 4 équipes peut être first seed? Non. Yaya, il est mort. Ouais, Yaya, il a bugué. Il a freeze, ouais.
Non, mais alors non parce que on en a parlé, les calendriers sont quand même assez faciles, mis à part un match ou deux pour les Bills et les Chiefs. Donc je les imagine pas perdre plus de 2 matchs. Par exemple, les Chiefs, je les imagine pas perdre plus de 2 matchs, donc ils seraient au pire avec 3 défaites. Et actuellement, à 3 défaites, il n'y a que Pittsburgh qui est quoi. Donc non. Yaya, du coup, non aussi pour toi? Alors, j'ai eu un problème technique, j'ai pas entendu la question. Alors, la question, c'était est-ce qu'une autre de ces 3 équipes peut être first seed en AFC? First seed? Non. Oui, c'est la question puisqu'on parle du first seed. Oui. Non, il y en a un qui peut gagner la division. Oui, c'est pas la question. Et c'est tout. Donc, moi, first seed, je vois ou Kansas City ou Buffalo. Eh bien, c'est le moment de nous dire l'un ou l'autre. Qui voyez-vous first seed en AFC? Vous avez le droit qu'à un choix, évidemment. Pour que ça n'arrive pas à Kansas City, tiens, dédicace à Jean et Raph. Pourquoi pour que ça n'arrive pas? Qu'est-ce que tu as contre ces pauvres Chiefs? Mais non, c'est pas ça, c'est parce que je suis un très mauvais pronostiqueur et j'ai envie d'un peu de changement. Ouais, d'accord. Le changement, c'est maintenant. Vince? Un peu. Enfin. Je vais dire Buffalo. On va m'accuser de haine envers les Chiefs parce que dans la division, mais non, pas du tout. Vrai, hein. C'est vrai. Il vous hait, les Chiefs, hein, je vous le dis. Il déteste Jean qui a un bandwagon, voilà. Ça, c'est pas faux. Mais je l'aime bien pour autant. Vin s'arrête pas de nous dire sur le Discord, de toute façon, les Chiefs, je les déteste. Enfin bon, on vous enverra son adresse. Hein, je crois d'ailleurs qu'il s'est fait faire un tatouage particulièrement horrible voilà, sur les Chiefs. Voilà, c'est bien ce qui me semblait. Voilà. Et avec le logo barré. Ça m'avait pas. En fait, vous m'aviez manqué lundi soir, mais je le regrette. Oh, tu dis ça parce que t'es en colère. Et toi, mon Seb? Chiefs ou Kansas City? Mais toujours jamais parier contre les Chiefs, quelle mauvaise idée. Ne jamais parier contre les Chiefs. Quelle mauvaise idée. Bref, on passe en NFC. Alors la situation est un petit peu similaire au niveau des pourcentages, mais il y a quand même quelques différences. Les Lions de Détroit ont 66% de chance d'être first seed. Ils sont sur eux aussi 11 victoires et une défaite. Ils peuvent d'ailleurs être en play-off officiellement cette semaine s'ils battent les Packers. On en reparlera dans le match de la nuit de jeudi à vendredi dans le Thursday Night Football. Un Thursday Night Football qui promet énormément. On n'a pas eu que des beaux depuis 2-3 saisons Thursday Night Football, mais le Packers at Lions promet énormément. Ouais. Les Lions de Détroit qui sont donc sur une dynamique très très impressionnante, j'ai envie de dire sur leur dynamique de la saison 2023. Ils s'étaient qualifiés pour les playoffs l'an dernier, ils étaient allés jusqu'en finale de conférence. Est-ce que cette année, mon Yaya, ils peuvent faire mieux et être first seed de la NFC? Ils ont un gros enchaînement, eux aussi. Ils ont des adversaires de division qui vont rencontrer et on sait comment les matchs de division, c'est compliqué. Donc, tu as parlé des Packers qui voudront prendre leur revanche cette semaine. Ensuite, il y a les Bills, ce ne sera pas facile. Aller jouer aux Lions, les 49ers, et les 49ers en bête blessée qui pourra essayer d'espérer ils seront peut-être en course encore pour les playoffs à ce moment-là. Voilà, donc ça va être compliqué. Et enfin, les Vikings qui, peut-être que la division se jouera au dernier match. Ils ont la tête du champion de la NFC, enfin du first seed. Ils ont toutes les cartes en main. Attention, mais la route est pleine de pièges et ils ont un concurrent qui est sur la même dynamique qu'eux. Donc, oui, on va en parler juste dans quelques secondes. On va en parler. Le calendrier me fait un peu peur pour l'optimisme. Voilà. Non, et puis il y a tellement de blessures en défense. Un peu comme pour les Chiefs, le juge de paix, ça va être le match contre les Bills.
C'est ce que j'allais dire, mon cher Vince, il y a quand même beaucoup de blessures chez les Lions de Détroit. On les a vus d'ailleurs en deuxième mi-temps contre les Bears, très en difficulté pendant le match de Thanksgiving. Ça ne s'est joué finalement qu'à la mauvaise gestion de la fin de match des Bears de Chicago. Est-ce que les Lions finalement sont pas plus prenables qu'ils n'y paraissent? C'est l'éternel débat. Ils sont prenables, mais ils gagnent quand même. Le match de Thanksgiving, c'est toujours un match un peu particulier pour les Bills. On le sait, c'est quelque Pour les chose Bills, qui les est. Lions. Pour les Lions, pardon. Qu'est-ce que j'ai dit pour les Bills? J'étais focus sur le match contre les Bills à venir justement en week 15, pardon. Pour les Lions, le match de Thanksgiving est un match très très particulier, on le sait. Ce match-là contre les Bears, ils l'ont gagné pendant très longtemps. Les matchs de Thanksgiving, ils les ont perdus, donc ils avaient à cœur Pendant de. très longtemps, ils perdaient tous les matchs. Donc, Bien sûr, mais voilà. Là, comme l'a dit Yaya, le calendrier, il fait quand même assez peur. Et puis surtout, dans les 5 matchs à venir, il n'y en a pas un de facile. Vraiment pas un de facile. Peut-être le plus facile. Les Bears. Voilà, les Bears, mais sachant mais ça reste un duel de division. Sachant qu'ils n'ont gagné que de 3 points à domicile contre les Bears, là, ils vont aller à Chicago dans un duel de division. Alors, Chicago aura certainement plus rien à jouer à ce moment-là. Mais juste pour le plaisir d'embêter Détroit, oui. Non. Et alors, on parle du juge de paix avec les Bills en week 15. Je suis assez d'accord avec Yaya. Ça va me donner beaucoup la dynamique de la fin de la saison. Pour autant, le match des Vikings contre les Vikings à la fin, le dernier match là, celui-là il va faire mal aussi. Hein. Il va faire mal, il va piquer. Ça sera à domicile, dans un froid certainement. Mais c'est en dôme. Non, c'est dans le dôme. J'ai confondu avec les Bills, encore décidément, j'y arriverai pas ce soir. C'est pas loin des 3 Buffalo, ça. Mais bon, voilà, non. Ce que je veux dire, c'est que vraiment le calendrier est compliqué par rapport à tout ce qu'on a fait avant, et je vais éviter de parler du calendrier de l'équipe qui va arriver après, mais par rapport à tous les calendriers qu'on a fait sur l'AFC, il y avait au moins 1 ou 2 matchs qui étaient un peu plus prenables, un peu plus abordables, où on savait qu'il y avait un peu plus de marge. Là, à part les Bears, potentiellement, c'est tout très compliqué, et donc même s'ils sont dans une très bonne dynamique, le but va être de la maintenir et surtout d'arriver en forme, parce que si tu t'en as parlé, les blessures, d'arriver en forme pour le premier match des playoffs, qu'il soit après la semaine de repos parce qu'ils sont en first seed, ou pour déjà le premier tour des playoffs. Est-ce que pour toi, Seb, les Lions ont grandi par rapport à l'an dernier? Complètement. Même si c'est passé près face à Chicago jeudi dernier, il ne faut pas oublier que là aussi, Détroit était sur une semaine courte. Hein. Ils avaient rencontré Indianapolis le dimanche précédent pour jouer le jeudi contre Chicago. Cette saison, moi, ils me paraissent encore plus en maîtrise que la saison dernière. On parle tout de même d'un club qui a franchi la barre des 40 points à 2 reprises et la barre des 50 à 2 reprises également cette saison. Donc certes, là, ils ont 2 matchs vraiment cruciaux qui s'annoncent pour eux et un enchaînement qui va être compliqué, et encore là aussi sur une semaine courte entre les matchs de Green Bay et de Buffalo. C'est pour ça qu'à mon avis, et je suis abondé dans le sens de mes camarades, c'est le match contre Buffalo qui va être le plus compliqué à négocier. Et oui, le match contre Minnesota en semaine 18 pourrait servir de juge de paix pour la division ou pour le first seed. Tout va dépendre de comment Détroit peut négocier. Alors, certes, les 2 matchs contre Green Bay, Buffalo, mais également les 2 suivants contre Chicago et San Francisco. Leur avance, elle est peut-être plus fragile qu'il n'y paraît. Et on va déjà avoir un gros élément de réponse dans la nuit de jeudi à vendredi. Oui, alors on parlera des Packers juste après, parce qu'on va déjà aborder le sujet des Eagles de Philadelphie. Les Eagles qui sont donc avec 16% de chance d'être first seed.
On a des Eagles, Vince, qui sont sur une dynamique absolument incroyable depuis quelque temps. Certains analystes américains disent même qu'ils sont meilleurs actuellement que les Lions de Détroit et que c'est peut-être même actuellement la meilleure équipe en NFL. Mais les Eagles, ils ont commencé leur saison tout doucement, en 2-2 après 4 journées, une victoire poussive contre les Saints en week 3, une défaite assez large contre les Buccaneers en week 4, et puis la bye week est arrivée en week 5, et depuis, ils roulent sur tout le monde, ça gagne, ça défend bien, ça score, c'est intelligent, le jeu proposé est vraiment fluide, ils sont dans une dynamique où, avant même de rentrer sur le terrain, ils font peur à l'adversaire parce que on sait de quoi ils sont capables et on sait que le danger vient vraiment de partout. Et en plus de ça, à la différence des Lions dont on a parlé juste avant, le calendrier est vraiment très abordable, puisqu'ils sont dans une division assez faible, il faut le rappeler. Je vais rappeler le calendrier restant. Ça sera les Panthers à domicile, les Steelers à domicile, les Commanders à Washington, les Cowboys à domicile et les Giants à domicile. Autant dire 4 matchs à domicile, 1 à l'extérieur. Le match qui peut servir vraiment de grosse différence, ça va être le match contre les Steelers. Ça va vraiment être ce match-là qui va pouvoir faire tourner leur saison dans le gros bonus. La différence par rapport aux Lions, alors qu'il n'y a, il me semble, qu'un seul match d'écart entre les deux, qu'une win de différence, effectivement. Moi, je les mets limite, au vu du calendrier, je les mets limite favoris au first seed en NFC. Bon, Yaya, même chose. Est-ce que pour toi, les Eagles sont finalement les vrais favoris? Ça m'en a tout l'air. Pour l'instant... N'est pas laissé à terre dégoûté. Hein. Et il prend sur lui, là. Avec les Chiefs. Je vais juste rajouter un autre argument, mais ils savent le faire aussi. Ils connaissent ça. Même si le coach a été décrié, Nick Sirianni, il a beaucoup été décrié, surtout en début de saison. Ils y sont déjà allés au Super Bowl. Ils savent le faire et ils savent gagner des matchs. Donc, moi, je pense que voilà. Super Bowl, c'est encore un peu tôt pour le dire. Là, on parle du first seed, hein, mais ce que je veux dire, c'est qu'ils savent gérer une saison. On l'a pas vu l'année dernière. Après, non, mais là, ils ont fait l'inverse de l'an dernier. L'an dernier, ils avaient bien commencé, ils avaient mal fini. Là, ils se sont dit, bon, cette année, on y va mollo. Que va piano, va sano, et va lontano. Hein. Voilà, tout à fait. Et vous aurez noté que je parle italien couramment. Oui, tout à fait. Flavio. Moi, je pense que leur vrai juge de paix, pour eux, ça va être le match contre Pittsburgh. S'ils arrivent à passer Pittsburgh et à mettre un vrai statement, ils auront leur victoire de référence pour lancer leur run de playoff. Je ne veux pas faire injure aux autres équipes. C'est la seule grosse équipe qui peut les embêter et surtout qui peut out-coacher Nick Sirianni. Jusque-là, quelles équipes pouvaient vraiment out-coacher cette équipe de Philadelphie? Pas grand monde, j'ai envie de dire. Donc du coup, pour moi, le vrai point noir, c'est pas l'effectif, c'est Nick Sirianni. Après, ils ont vraiment une belle autoroute face à eux. Ils sont en train de cruiser, vraiment. Ils sont sûrs de leur force, et c'est ça surtout. Sûrs de leur force, ils masquent leurs faiblesses. Pour moi, oui, ils sont en route vers le first seed. Après, la balle n'est pas dans leur camp. Ça va surtout dépendre de Détroit et ce qu'ils vont faire. Seb, même avis? Oui, très globalement, je suis d'accord avec mes deux camarades. En fait, Philadelphie est un petit peu dans la même situation que Buffalo en AFC. Ils n'ont pas tout à fait leur destin non plus entre leurs mains, mais effectivement, ils ont un calendrier qui est beaucoup plus abordable, semble-t-il, que celui de Détroit sur le papier.
ils étaient un petit peu sous les radars de tout le monde, même en début de saison, même dans les previews, contrairement à la saison passée où ils étaient vus comme une force incontestée, mais qui s'est dégonflée en milieu de saison. Là, ils nous ont fait une saison un petit peu à l'inverse, où effectivement, ils ont commencé sans vraiment faire d'histoire, et là, ils viennent d'enchaîner 8 victoires, et quelle victoire, hein. Il faut quand même voir le tableau de chasse qui est loin d'être inintéressant, hein. Ils ont accroché tous leurs collègues de division, et puis il y a eu cette victoire contre les Ravens la semaine dernière qui a marqué les esprits de tout le monde. Moi, je vois un gros potentiel de first seed dans cette équipe de Philadelphie. C'est peut-être un peu trop tôt pour en parler, mais Yaya qui nous parle souvent de fenêtres de tir, on avait l'impression que leur fenêtre de tir s'était refermée en milieu de saison dernière. Là, pour moi, elle me semble à nouveau grande ouverte. Avec un trade, tu peux un changement, tu peux réouvrir une fenêtre de tir. La preuve. Ouais. Hein, ils ont leur quarterback, ils ont leur ligne. Ils ont leurs playmakers au pluriel. Ouais, ils ont une grosse défense aussi. Hein. Ils ont une très bonne défense. Voilà, peut-être un peu sur les DB un peu moins fort que, mais tu peux pas être fort partout. Ils sont un peu forts partout. Très bien. Qu'est-ce qu'il raconte encore? Il va dire une ânerie, je le sens. On revient en NFC Nord parce qu'on a quand même deux adversaires et j'aimerais avoir votre sentiment, les Packers et les Vikings. Les Packers, on en parle très peu en fait depuis le début de cette saison, même dans les débriefs, c'est rare qu'on parle du match des Packers. Et pourtant, c'est une vraie force dans cette NFC Nord. Pour toi, Seb, c'est quoi l'équipe la plus dangereuse pour les Lions et de ce fait pour le first seed, les Packers ou les Vikings? Alors là, voilà. Alors, je dois dire que quand tu vas me dire, tout dépend du résultat du match de jeudi. Quand tu m'as posé la question ce matin, je me suis quand même pas mal gratté la tête pour trouver une réponse. Les deux équipes ont déjà été battues par Détroit. Pour remporter la division, Green Bay aurait besoin de faire un 4-0 et il faudrait un 0-4 de Détroit aussi, à mon humble avis. Ils ont remporté leurs 3 derniers matchs, mais ils restent quand même discrets, malgré tout. Alors, on l'a déjà dit, ils se rendent à Détroit jeudi, et ensuite, ils se rendent à Seattle. Ils vont recevoir la Nouvelle-Orléans, ils vont se rendre à Minnesota, ils vont recevoir Chicago. Et du côté de Minnesota, ils sont dans le rythme, mais il y a ce fameux match de la Week 18 contre Détroit qui je me répète encore, va sûrement être le juge de paix de cette division. Ce qu'ils ont pour eux, c'est qu'ils n'ont qu'une seule équipe qui présente une fiche en dessous des 50% de victoire sur leur calendrier à venir, c'est Chicago. Et c'est pour cette raison que j'aurais tendance peut-être à mettre une pièce sur Minnesota plutôt que sur les Packers. Est-ce qu'on a, Vince, au niveau de la dynamique, une dynamique qui n'est pas plutôt en faveur de Green Bay? On voit les Vikings très poussifs ces derniers temps, c'est passé encore de justesse face aux Cardinals ce dimanche. Est-ce que sur la dynamique, les Packers ne sont pas plus impressionnants? La dynamique, en tout cas, tu l'as clairement dit et tu as raison. Elle est clairement en faveur des Packers. Maintenant, même si victoire franche il y a eu, même si victoire impressionnante il y a eu, on va enlever la victoire impressionnante contre les Bears d'un petit point avec un field goal contré, pardon. Sinon, j'avais faute. Oui, on va pas en parler de ça. Sinon, on s'en sortira pas. Mais les Packers sont quand même, pour moi, sont une des équipes surprises vraiment parce que je les attendais dans cette saison, mais peut-être pas aussi haut. Les Vikings aussi, hein, niveau surprise. Oui, les Vikings aussi. Oui, mais en fait, c'est la division. Hein. Cette division est complètement folle. On l'attendait forte cette division, mais peut-être dans 2-3 ans, quand JJ McCarthy aurait éclos complètement, quand Jordan Love aurait gagné en expérience, etc. Là, ils sont devenus très forts très vite. Hein. Très fort très vite. Maintenant, voilà, je pense que pour la division, voilà, le but de ces 3 équipes, de toute façon, ça va être d'aller chercher la division, clairement. Alors,
Pour les Lions, ça va être de chercher la division. Pour les Vikings, ça va être au moins d'aller chercher les playoffs, voire d'aller chercher la division, voire d'aller chercher les playoffs. Et pour les Packers, je pense que oui, leur but, c'est de se battre pour accrocher les playoffs, parce que rien n'est encore gagné pour les playoffs. Et il va falloir vraiment charbonner, même si je pense qu'ils peuvent y aller, parce que dans leur calendrier, il y a quelques équipes qui sont prenables. Je parle des Saints notamment. Maintenant, le match contre Détroit va avoir un gros intérêt pour cette équipe, mais aussi pour la fin de la saison, parce que non seulement il va falloir gérer ce gros match de division, ce duel, mais en plus de ça, ça va être un match où ça risque de taper, les organismes commencent à se faire un peu fatigués, et il va falloir soigner les blessures aussi du côté des Packers, parce que niveau effectif, je pense qu'ils ont un peu moins de profondeur de banc, et ça risque de jouer en cette fin de saison. En fait, est-ce qu'on se retrouverait pas avec le problème qu'il y a déjà eu pendant d'autres saisons passées, c'est-à-dire qu'avec une division très forte, la NFC Nord, qui va finir par se manger entre elles, se manger les victoires entre elles, et les Eagles qui finissent par en profiter? C'était à moi que tu posais la question? Non, c'était à tout le monde. Ah, j'ai eu peur. C'est une question collégiale. Voilà, j'ai inspiré tous mes collègues là, sur cette question. Mais ça va être c'est le piège de ces divisions qui sont hyper relevées, comme l'a été la FC Nord la saison dernière. Effectivement, le risque, c'est que tu aies ces trois équipes qui sont toutes les trois promises de toute façon aux phases finales et qui vont prendre du coup beaucoup de place, puisqu'elles vont prendre 3 places sur 7. Le risque, c'est qu'elles s'entre-dévorent entre elles et que ça fasse les affaires des Eagles. Mais c'est une conséquence de la configuration de cette poule cette année. Je pense qu'on n'était pas nombreux à voir la poule aussi relevée. On n'était pas nombreux à voir les Packers aussi haut en termes de victoire à ce moment de la saison. Et surtout, on n'était pas nombreux à voir Minnesota aussi haut. Minnesota faisait partie des équipes prétendument chez les bookmakers en début de saison comme étant prétendant au first pick. C'était une des équipes qui était dans les 4 ou 5 pires de la ligue. Oui, parce que c'est équipe en phase de reconstruction avec un nouveau QB qui se casse pendant les playoffs, et tu te retrouves avec le quarterback remplaçant qui en plus a pas une réputation flatteuse lors de ses premières années NFL. Maintenant, ils ont un super QB backup, mais bon. Voilà, oui, maintenant ils ont un backup d'enfer, le meilleur de sa génération. Non, d'enfer. C'est un enfer. Mais non, Minnesota, autre équipe surprise de cette saison pour moi. En fait, surtout, c'est que on attendait un duel Détroit-Green Bay. On n'attendait pas que ce soit arbitré par Minnesota. On avait un peu tempéré sur Green Bay, mais et Chicago qui était la hype avec Caleb Williams. Exactement. On oublie Chicago, mais c'est Chicago qui a plongé plutôt. Tout à fait. Et ils sont sur 6 défaites d'affilée et ils sont à 4-6, à 4-8. Donc ça veut dire qu'ils étaient à 4-2 Chicago à un moment. Donc moi là-dessus, je pensais pas. Moi, c'est surtout Minnesota. Je pensais pas aussi haut. Green Bay, je suis vu la saison qu'ils ont fait l'année dernière, je trouve qu'ils sont constants. Ils sont en progression. Ça va être l'équipe qui va redevenir le Green Bay qu'on a connu et qui avec cette grande tradition de victoire. Je pense que il y a quelque chose de ça. Après, Minnesota, on sait que c'est une année sur 2, sur 3. Ben voilà, cette année, ça tourne. Il y a beaucoup de matchs qui tournent en leur faveur. Ben après, on va voir ce que ça va donner par la suite. Mais je reste un peu... j'attends de voir ce que ça va donner. Malgré tout, je donne quand même un petit avantage à Green Bay pour la 2e place. Et ils seront Détroit sera un petit peu plus au-dessus, mais ils ont un espèce de baraka, de grinta Minnesota avec leur défense qui est plutôt sympa à voir.
On a au niveau des pourcentages de chance, 66% de chance. Donc pour les Lions d'être first seed, 16% pour les Eagles, 16% également pour les Vikings, 2% pour les Packers et en dessous de 1% pour Seattle, Atlanta, Washington, Tampa Bay et Arizona. Alors pour vous donner une idée, en dessous de 1%, c'est également les probabilités que les Panthers soient seed numéro 3 de la NFC cette saison. Donc autant vous dire que les chances sont relativement faibles et ténues, si j'ose dire. Les amis, quel est votre pronostic donc pour le first seed en NFC? Détroit, Philadelphie, Minnesota, Green Bay. Détroit. Ouais. Yeah. Détroit, je dirais Philadelphie. Très bien, Vince. Eagles pour moi, et je vais même plus loin, je les mets au Super Bowl. Eagles, ça fait déjà au moins 3 semaines que je le dis, mais je dis Eagles au Super Bowl. Très bien, on va aller là-dessus. Donc ça te ferait un super. Enfin bon, bref, j'allais te dire, ça fera un Super Bowl quoi, mais je bon, l'ai annoncé il y a 3 semaines, Kansas City, Philadelphie au Super Bowl. Un remake. Kansas City, Philadelphie. Très bien. On rappelle que le Super Bowl se déroulera dans la nuit du 9 au 10 février au Superdome de la Nouvelle-Orléans. Oui, je sais, il ne s'appelle plus le Superdome, mais je continuerai à l'appeler comme ça quand même, parce que je fais ce que je veux. Voilà. Et il s'appelle comment maintenant ? Le Caesars Superdome. C'est sponsorisé. Voilà. Bref. De toute façon, ça n'est pas intéressant puisque c'est le Superdome de la Nouvelle-Orléans et c'est comme ça. Voilà. Mais au retour, on voit un petit peu Yaya et Wake sur la mauvaise foi, mon cher Flav. Il est pire que moi. Il est pire que moi. Tu rigoles ? Très bien comme nom Superdome ou Louisiana Superdome s'ils veulent, mais ça servait à rien de faire du naming. Si, ça a été Mercedes, mais après ils sont partis chez Atlanta, donc bon, c'est pas le meilleur choix qu'ils aient fait, mais enfin bon, ça c'est un autre débat pour un autre jour. Alors, on parle un peu du first pick de la draft 2025 avec des équipes qui sont là aussi en lutte pour l'avoir. Tiens d'ailleurs, petite question, le saviez-vous ? Comment est-ce qu'on départage 2 équipes à égalité pour le first pick ? Est-ce que vous le savez ? Il y a 2 équipes qui sont par exemple on va dire c'est des adversaires. 2 victoires et 13 défaites, ou 2 victoires et 15 défaites. On regarde les adversaires, celui qui avait les adversaires les plus faciles, je crois. C'est la force du calendrier qui détermine celui qui a la force de calendrier la moins élevée et first pick pour la prochaine draft. Ce qui veut dire qu'en fait, non seulement toi tu dois perdre, mais tu dois espérer que les adversaires que tu as joués perdent aussi, parce que moins ils seront forts à la fin de saison, plus tu as de chances d'avoir le first pick. C'est quand même un truc, tu rentres dans des calculs d'apothicaire. Et même la NFL s'est trompée il y a quelques semaines, parce qu'ils avaient mis les Giants comme potentiel first pick à ce moment-là, alors qu'en fait c'était encore les Jaguars qui l'étaient. Bref. Tout ça dépend en fait de si tu prends la force du calendrier des résultats déjà passés ou de ceux actuels. Enfin bon, bref. De toute façon, ce sera calculé en toute fin de saison selon les résultats de toutes les équipes. Mais tout ça pour dire que, en fait, les équipes n'ont pas leur destin entre leurs mains parce qu'à bilan égal, ça va dépendre de leurs adversaires. C'est ce que j'allais te poser. C'est la force du calendrier au moment où tu rencontres l'équipe ou à la fin à la fin de la saison. À la fin de la saison, tu fais le bilan des victoires et des défaites de tous ceux que tu as joués. Voilà. Okay. Donc en fait, techniquement, ils sont tributaires de, par exemple, les Giants qui vont jouer les Saints alors que les Jaguars vont pas les jouer. Bah, il faut espérer pour les Giants que les Saints gagnent le moins de matchs possible, parce que plus ils vont en gagner, moins ça va être profitable pour eux dans la course au first pick. Voilà. Okay. C'est un exemple. Voilà. Mais c'est quelque chose qui est pas toujours connu, que ce soit le calendrier des autres qui départagent le first pick. Alors, dans la course au first pick, on a du quoi ? On a du Giants, on a du Jaguars, on a du Raiders. Qu'est-ce que je te sers, mon Seb ? Qui est pour toi le favori ? Bon, écoutez, vous me mettre un petit peu de Jaguars. Vous me mettre un petit peu de Jaguars, s'il vous plaît, mon brave. Un steak de Jaguar. Parce que on a 3 clubs qui sont à 2-10, qui ont les mêmes résultats assez lamentables au global, assez lamentables dans leur division. Jacksonville a dans son calendrier Tennessee, les Jets, Las Vegas, encore Tennessee et Indianapolis. Ils sont privés en plus de leur quarterback titulaire, qui a dû oublier les 2 dernières années de sa vie après le coup qu'il a reçu dimanche dernier. Je ne donne pas cher de leur peau. Parce que,
dans les circonstances où ils sont, sur leur calendrier, je vois pas quel match ils peuvent prendre. Et je rappelle qu'ils ont Tennessee, les Jets et Las Vegas dans cette. Le Raiders Jacksonville, il va valoir des cacahuètes. Moi, je vous il va être mais d'une mocheté. Si vous pouvez pas vous endormir. Attends. Rappelle-moi le calendrier, Seb. Vas-y, rappelle-moi. Ils vont à Tennessee, ils reçoivent les Jets, ils vont à Las Vegas, ils reçoivent Tennessee et ils vont à Indianapolis. Alors attends, que je calcule vite fait. Tennessee, donc du coup, ça tombe cette semaine, hein, je dis pas de bêtises. Ouais. Ensuite, ils ont un autre match, donc ça va être la semaine de Noël, non, qu'ils vont aller à Las Vegas. La semaine juste avant. Attends, laisse-moi retrouver leur calendrier précis. Je te demande. On est juste avant. C'est le 14 ans, ça va être le 21. Ouais, le 21 ou le 22. C'est le 22 qui le 22, c'est les Raiders. Ouais, t'imagines joyeux Noël. La semaine de Noël, t'as Jacksonville, Las Vegas, les amis. Il n'y a pas plus beau cadeau. Hein. S'il y a quelqu'un qu'on n'aime pas dans la rédaction, tu le mets sur le résumé. Je vise personne. Oui, mon Yaya. Il a te demandé des noms. C'est ça. Attends, je pense que là, ils peuvent en gagner quelques-uns, hein, malgré tout. Ah oui, moi je pense que si. Ils peuvent. Hein. Ouais, mais les Jaguars sont incapables de gagner quand ils veulent gagner, mais ils sont capables de perdre quand ils veulent perdre. Donc ils sont capables d'en gagner. Hein. Parce que Tennessee peuvent être dans la course au first pick aussi. Hein. S'ils veulent pas gagner, ils peuvent pas gagner aussi. Messieurs, you are fake news. Je ne vous crois pas. Je ne crois pas une seconde. Et moi, alors, ce n'est qu'une opinion, hein, ce que je fais attention. Et en plus, ce n'est que mon opinion. Donc, elle ne vaut ce qu'elle vaut. Mais je les vois pas prendre un match dans le tas sans. Déjà qu'avec Trevor Lawrence, cette saison, j'y croirais moyen. Mais alors sans. Tu ne crois pas en Matt Jones? Non, mais sans rire. Hein. On a dit qu'on était sérieux ce soir, Flav. Pourtant, il vient des Patriots, la plus grande franchise de cette dernière saison. Qui va remporter sa division, on sait, coucou Wake. Non, moi je les vois en très très bonne position pour le first seed, ce qui en plus arrangerait quelque part leurs affaires, puisque ils ne drafteront pas un quarterback. Et cette année à la draft, des quarterbacks, il n'y en a pas. Et ce qui peut même doublement arranger leurs affaires, parce que ça veut dire qu'ils peuvent non seulement être first seed, mais aussi, pourquoi pas, s'il y a quelqu'un qui veut absolument un quarterback qui leur a tapé dans l'œil, et que les Giants sont par exemple en 2 et qui veulent passer devant les Giants, récupérer via un trade down des choix de draft. Donc, en plus, ça peut être tout bénéf pour eux. Parce qu'il avait fait Chicago il y a 2 ans. Ce qu'avait fait Chicago il y a 2 ans avec Carolina, tout à fait. Donc, ils peuvent faire exactement le même coup pour que l'équipe qui est intéressée par un quarterback de cette draft, parce qu'il n'y en aura pas une pelletée, veuille passer devant les Giants, par exemple, qui, selon toute vraisemblance... Tu vois, tu prends, il peut y avoir des quarterbacks qui sont milieu de premier tour, qui peuvent faire la maille, hein, plutôt que d'avoir un premier ou deuxième choix. Hein. Oui, non, mais le problème, c'est quand même au milieu de premier tour, en fait. En premier tour, t'en auras 2-3 maxi. Hein. T'en auras pas beaucoup des QB premier tour cette année, hein, je te le dis tout de suite. Hein. On va appeler le trick play. Tu peux appeler le trick play si tu veux. On les salue, mais... on leur posera la question. Combien ils voient de... Tiens, je vais aller leur poser la question juste après ce podcast et puis on vous donnera la réponse la prochaine fois. Ou s'ils écoutent le podcast, qu'ils n'hésitent pas à la donner en commentaire. Mais d'après les projections américaines, il n'y a pas beaucoup de projections qui mettent plus de 2 quarterbacks en premier tour. Hein. Donc, on verra bien. Vince, tu mets qui toi en first pick? S'amuser bien en parlant du first seed et puis il a fallu que tu nous parles du first pick. Je te rappelle que sinon ça faisait toute une émission sur le first pick. Oui, c'est vrai que là-dessus l'argument est irréfutable, donc je te remercie mon cher Flamme. Je vais mettre les Giants parce que le calendrier des Giants est vraiment beaucoup plus dur, que les Jacks ils sont capables d'en gagner un quand même, donc on sait jamais, mais les Giants jouent avec Drew Lock. Non, mais je vois vraiment pas les Giants en gagner un. Donc, pour rappel, les Giants, c'est... alors, il y a le match des Saints qui peut potentiellement, effectivement... Oui, alors, c'est pas la franchise qui leur réussit le plus aux Giants ces dernières saisons. Ouais, mais bon, voilà. Il y a le match des Saints à New York. Après, il y a les Ravens à New York, les Falcons à Atlanta, les Colts à New York et les Eagles à Philly. Donc, non... Mais qu'est-ce que j'entends ?
Qu'est-ce que j'entends, mon Yaya? Tu vas aller jouer contre Kirk Cousins? Ça va être bien, ça. Mais le gentil qui sert à rien. Non, mais il a relancé dans un tunnel. Non, mais vraiment. Non, mais arrête de faire ça, Flav, sans rire. Mais c'est toi qui as parlé d'Atlanta. C'est pas moi. Non, moi j'ai juste énoncé un calendrier. Hein. C'est toi qui as parlé de Cousins. Hein. Je suis désolé. Hein. Après, et il sera benché, sera Pédix qui sera arrivé parce que la fanbase, l'ultra fanbase d'Atlanta va gueuler. Voilà. Bref, tout ça pour dire que oui, je vois plutôt les Giants, même si effectivement les Jaguars auront leur épingle à tirer. Les Raiders, en fait, c'est difficile à pronostiquer parce que chaque fois, là, on va arriver vers des moments où les équipes ont tout intérêt à perdre, mais elles ont tout intérêt à montrer quand même certaines choses de leur part de leurs joueurs pour qu'ils aient une certaine valeur marchande pour des trades, pour des choses comme ça. Et les joueurs qui seront free agents auront tout intérêt aussi à prouver qu'ils valent quelque chose pour pouvoir être signés dans les années à venir par d'autres franchises. Donc, c'est très très compliqué d'imaginer tout ça. Si on regarde, on va oublier le calendrier, si on regarde intrinsèquement la valeur de chaque franchise, moi je mets les Jacks, parce que clairement, c'est là où je sens qu'il y a le moins de potentiel. Et en plus de ça, avec l'attentat qu'a subi notre bon vieux Trevor la semaine dernière, ça va être compliqué. Il vient d'être placé sur l'IR. Voilà. L'IR, ça veut dire pas demain. Jury River, 4 matchs, au moins 4 matchs. Ouais, donc on peut dire que la saison est finie, quoi. Voilà. Donc voilà. Moi, je vois les Jacks. Bon, en plus de ça, pour moi, faire ça, certes, il a subi un gros choc, mais c'est aussi dire bon ben voilà, on va chercher le first pick et voilà. Si Trevor Lawrence s'est placé sur l'IR, il jouera donc pas demain. Yaya, est-ce que tu vois les Giants regagner un match d'ici à fin de saison? Mais dis pas, j'espère pas, parce qu'on sait que t'espères pas. Ouais, mais c'est tellement Giants de même quand tu veux perdre d'être capable de gagner. S'il vous plaît, faites que ce soit avec Tim Boyle comme quarterback, quoi. Ah mais oui. Pitié. En fait, parce que c'est ça dans le débat, on l'a pas dit, mais en fait, les Giants sont déjà leur quarterback du futur, hein, puisqu'ils ont signé Tim Boyle, donc. Ouais, mais quand vous aurez tous quand on portera tous notre maillot de Tim Boyle au Super Bowl, d'accord, l'année prochaine, ben voilà. On n'aura pas de Boyle. Hein. Voilà, exactement, Suzanne. Flav est en très grande forme ce soir. Mais non. Je vois bien les Raiders. Ils ont des bonnes têtes de vainqueurs aussi, les Raiders. Mais d'ailleurs, ils vont faire quoi les Raiders s'ils ont le first pick? Ils vont rechercher de la merde. Excusez-moi, alors je vais citer un grand j'ai cité un grand philosophe, un Sébastien de Nice. Et qu'est-ce qu'ils font avec leur tour de draft, les Raiders? De la merde. C'est pas vrai. Cette année, tu peux pas dire ça. Tu peux pas dire ça quand ils sont allés chercher Brock Bowers, qui va finir meilleur tight end quasiment de la ligue. Oui, mais il n'avait pas le first pick. Non, mais d'accord. On est bien d'accord. Mais ça va leur monter à la tête. Dire qu'ils font n'importe quoi avec leur choix de draft cette année, c'est pas vrai. C'est bon. Et non, attends, c'est pas vrai. Non, mais une fois. Tu peux retourner le problème comme tu veux. Une fois depuis ce nouveau millénaire. Donc, c'est comme vous avez gagné un match depuis le millénaire. Ça mériterait un bon débat, ça aussi. Qui c'est qui a fait le plus mauvais choix à la draft de cette année? Oui, bon, ça c'est un autre débat pour un autre jour. Mais en tout cas, c'est pas les Raiders, ça c'est certain. Non, cette année, c'est clair que non. Cette année, c'est clair que non. J'en reviens à ma question. Que vont faire les Raiders s'ils ont le first pick? Ils vont aller chercher un quarterback? Non. Il n'y a rien de satisfaisant. Aidan O'Connell fait un bon match contre Kansas City, mais je suis pas sûr qu'ils le voient comme leur quarterback de franchise pour les 10 prochaines années, quoi. C'est pour ça qu'ils avaient pris le natif de Bruxelles, Gardner Minshew, mais oui, mais voilà, mais je suis pas sûr que ça fasse l'affaire non plus. Donc effectivement, ce serait pas impossible qu'ils aient cherché un quarterback. J'étais en train de rechercher quelque chose parce que on parle de tout ça. Je me demandais, j'étais pas sûr de mon coup, donc j'ai vérifié.
la dernière fois que les Raiders ont eu le first pick? Est-ce que vous vous en souvenez? Non. Oh non. Vous Et puis on voulait pas s'en souvenir. Hein. Ah mais quand je vais vous dire, vous allez vous en souvenir parce que ça ne nous rajeunit pas. C'était en 2007 et ils avaient pris Jamarcus Russell. Souvenez-vous, qui a été un des busts les plus légendaires de l'histoire de la ligue. Donc c'est pas moi qui l'invente. Tu l'inventais. Il y a des observateurs à l'époque qui avaient dit attention, Russell, il y a danger quoi. Il était très coté, mais il y avait pas mal d'observateurs qui disaient il y a danger et ça leur monte à la tête. Il était très coté, mais ils ont fait un beau pull avec. Oui. Ouais. Non, mais en fait, le problème, c'est toujours le même. Le problème, c'est toujours le même. C'est-à-dire que, en fait, toi, tu dis quelque chose qui est vrai, Seb, comme 99,9% du temps, et ça passe dans la bouche de Yaya qui dit une énormité, tu vois, comme 99,9% du temps. Tu vois, c'est ça qui est terrible, c'est que toi, tu dis, quand ils ont le first pick, ils font n'importe quoi, ça se transforme en les Raiders, quand ils ont un pick de draft, ils font n'importe quoi. Ce serait plus du tout pareil. Non, mais c'est pas moi qui l'ai dit, on l'a dit à maintes et maintes fois. C'est toi qui l'as dit. Dans les années suivantes, on va prendre Jamarcus Russell comme année 0. Par les années suivantes, Darren McFadden, Darius Heyward-Bey, Rolando McClain, Khalil Mack, Amari Cooper, Josh Jacobs, Henry Ruggs. Bon, ils font quand même Khalil Mack, c'est pas mal. Voilà, ils font quand même pas des erreurs, ces gens-là. Mais la dernière fois qu'ils ont eu le first pick, ça s'est passé très moyen. Ça s'est mal goupillé. C'est pas bien goupillé. Après, pour revenir sur la question de base, il y a tellement à voir chez les Raiders en termes de reconstruction que c'est très très compliqué. En fait, avant de penser à ce qu'ils vont prendre, il va falloir voir ce qu'ils vont faire autour de leur coaching staff, de la direction qu'ils veulent prendre dans leur équipe, tout ça. La direction, c'est très simple, le mur. Oui, mais ça va pas pouvoir durer très longtemps. Et puis, Vegas a enfin sa franchise NFL. Ils vont vouloir la faire briller aussi à un moment donné. J'ai bien peur que ce soit pas pour tout de suite pour eux. Enfin, bien peur. Non, parce que c'est des rivaux de division, mais c'est compliqué. En plus de ça, voilà, comme on l'a dit, c'est des rivaux de division. Donc, il y a les Chiefs, il y a les Broncos, il y a les Chargers. Il va falloir quand même se lever très très tôt pour aller accrocher une place en playoff parce que les autres franchises, soit elles sont dominantes, soit elles sont dans un processus de reconstruction qui est déjà bien entamé et les places de 2 et 3 de division vont être prises certainement par les Chargers et les Broncos pour les prochaines années. Vous avez vu cette magnifique interview de Max Crosby qui dit tout le monde est très négatif avec les Raiders et leur niveau de jeu, donc moi je préfère l'optimisme et sourire. Voilà. Donc, en tout cas, il est optimiste. C'est déjà ça de prix, tu vois. Bon. Il lui reste ça, ce pauvre Max. C'est déjà bien. Lui, il est candidat à demander un trade bientôt parce que va falloir le libérer au bout d'un moment. Oui, il est comme Justin Jefferson pendant un moment cet été, quoi. Combien de contrats Crosby encore je ne sais pas. Attends, quelqu'un qui peut me dire comme ça vite fait ou pas oui, ça va être vite fait. On va aller sur notre petite fiche de contrat. Voilà. Et puis on va se trouver ça dans quelques toutes petites secondes. J'ai posé la question, j'aurais pu regarder aussi. Non. 2026 apparemment. Okay. 2026. Il a signé en 2000. Attends, que je dise pas de bêtises. Tac. Oui, ça doit être ça. Tu as la même chose, toi, mon Seb? Ouais, fin 2026. Je crois, ouais, c'est ça. Donc il est free agent en 2027. Du coup. 24 millions. Ça fait encore beaucoup de temps, quoi. Oui, mais ça fait ça. Oui, mais du coup, c'est une grosse valeur marchande, quoi. Oui, clairement. Donc, quelqu'un qui a besoin de pass rush, tu vois, on en parlait du côté de Détroit, il peut faire du bien et tu mets un premier tour dessus, c'est pas déconnant, hein. Mais quand tu vois encore sa performance de vendredi contre les Chiefs, c'est clair qu'il y a du niveau. Bien, les amis, on finit, on conclut sur votre pronostic first pick, du coup.
Seb, en résumé, Jacksonville pour toi, c'est ça? Jacksonville pour moi, ouais. Vince, Raiders. tu m'as dit Raiders. Yaya Raiders, c'est Vince. moi. Giants, toi. Je me dis, comme ça, au moins, on a un de chaque. Voilà, Je remarque, Flav, que tu ne t'es positionné dans aucune des questions. Tu ne t'es positionné. Mais comme d'hab, mais comme lui, c'est un d'hab. politicien, Flav. C'est un politicien. Oui, je suis un politicien, mais moi, je suis encore au gouvernement. Alors, on le programme de cette 14e semaine de compétition qui commence par le match entre les Lions et les Packers a surtout pas raté. Ce sera dans la nuit de jeudi à vendredi sur les antennes de nos amis de beIN Sport. Le Titans Jaguars, moins reluisant, mais enfin bon, les fans des Titans et des Jaguars se font plaisir. Overspeak, pardon. Voilà. Les Dolphins qui affronteront les Jets dans un match qui nous rappelleront des bons souvenirs, puisque c'était cette affiche qui avait vu le Hail Mary de Tim Boyle l'année dernière, donc ça nous rappellera toujours des bons souvenirs. Les Vikings qui vont recevoir les Falcons pour le retour de Kirk Cousins, ça ce sera sur M6. Les Giants reçoivent les Saints, les Eagles reçoivent les Panthers, les Steelers dans un duel d'AFC Nord accueillent les Browns de Cleveland pour une revanche, puisque les Browns les avaient battus il y a 2 semaines de cela. Les Buccaneers reçoivent les Raiders. À partir de 22h, et ce sera commenté en direct sur Twitch, notamment avec Jean. Je ne sais pas si tu es là, Vince, ce dimanche. Bon, certainement. Alors, avec Jean et Vince, il y aura les Cardinals qui recevront les Seahawks dans un match très très important pour la NFC West, les Rams qui reçoivent les Bills et les 49ers qui vont accueillir les Bears de Chicago dans ce qui peut ressembler au match de la dernière chance pour San Francisco. Le Sunday Night Football, ce sera entre les Chiefs et les Chargers, un joli duel de division là aussi. Et enfin, le Monday Night Football opposera les Dallas Cowboys aux Cincinnati Bengals dans un espèce de récital défensif entre deux des meilleures défenses de la Ligue cette saison. Non, c'est pas vrai, mais ça va être... si vous voulez voir des points, ça devrait pouvoir se faire. Merci Seb, merci Yaya, merci Vince d'avoir été là aujourd'hui. Pour tous ceux qui ne le savent pas, il y a aussi des podcasts en NFL, oui, en NBA, en MLB et en NHL. Donc n'hésitez pas à aller écouter les copains des autres sports pour vous faire un petit cette semaine en NBA. Conseil de classe en NBA, un podcast MLB qui est sorti aussi sur les Awards ce mercredi. Donc voilà, allez écouter tout ça et profitez-en. Nous, on se retrouve en début de semaine, dimanche déjà pour la Red Zone commenté en direct et ensuite mardi pour le débriefing de cette 14e semaine de compétition. Passez tous un excellent week-end de NFL. À très vite. Salut. Ciao. Bye.